14h02. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier. Je suis Grégory Schneider-Mounoury, professeur associé à l'Université Sorbonne Paris-Nord et fondateur et dirigeant de la société Défi Impact. Et avec moi, Mathieu Joubrel, donc data scientist de formation, mais cette fois-ci dans une session actuaire, cofondateur et CTO de Valuco, qui est donc une start-up qui travaille dans le domaine de l'ESG. Alors, en fait, la question, c'est pourquoi des gens qui viennent de l'ESG, de la finance durable, s'intéressent à l'optimisation fiscale. Le dernier domaine étant supposé être très quantitatif et très précis, et les gens de l'ESG étant supposés être qualitatifs et en général flous et vagues. Bien, tout simplement, c'est une très bonne occasion de montrer ce que peut et ce que doit être l'analyse extra-financière si elle veut perdurer. J'ai commencé ce travail quand, chez mon dernier employeur, une jeune collègue à qui je parlais des formats de transparence sur la fiscalité me disait « Ah, mais le standard international GRI 207, en fait, c'est surtout les très très grandes entreprises qui le remplissent. » Bon, déjà, ça exclut un peu beaucoup trop d'entreprises. Et puis elle me dit, quand on regarde, on se demande s'ils payent beaucoup d'impôts. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de réfléchir à ce sujet, même si moi je suis dans ce métier depuis 25 ans. Hein, donc je suis désolé, j'y crois, je connais bien les failles, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose. Alors pourquoi ce sujet maintenant ? Eh bien, au-delà de la petite anecdote que je vous racontais, je suis désolé, hein, j'ai lourdement traduit. C'est un peu un angle mort ou un éléphant dans la salle de la question de la durabilité. Et pour ça, j'ai mis juste en dessous un lien vers l'intervention de Roger Bregman, qui est un historien et intellectuel néerlandais qui est intervenu à Davos sur une table ronde sur la durabilité et qui disait « Mais attendez, quand on parle de durabilité sans parler des impôts, c'est un peu comme si on était à un congrès des pompiers où on ne parlerait jamais de l'eau. » Donc, partant de cette indignation 2019, alors il y a eu des travaux, hein, il y a eu des grands travaux internationaux, il y a eu une belle annonce l'an dernier, le taux minimal de 15% d'impôt sur les bénéfices. Ok. Alors les engagements, c'est déjà difficile d'y croire quand on parle des entreprises, mais alors quand ce sont des politiques, là on a encore plus de mal à y croire. On verra qu'on a raison d'être sceptique. En fait, c'est une question qui est assez complexe, la fiscalité, parce qu'il y a un grand nombre de situations individuelles, de contextes spécifiques. Et puis, comme les fiscalistes, certains fiscalistes disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils ont fait eux-mêmes dans les montages, aller vérifier les montages des fiscalistes, non mais c'est de l'ordre de l'impossible. En revanche, pourquoi j'ai choisi de passer presque un trimestre sur de l'analyse, d'aller recouper des données sur la fiscalité, parce que pour moi, c'est un excellent exemple de ce qu'on peut faire dans l'analyse extra-financière quand on s'éloigne un peu des dogmes et des doxies, quand on s'éloigne un peu de la morale, et qu'on se dit, mais peut-être que derrière ces sujets, il y a un risque, soit un risque financier, soit un risque d'impact. Là, je reviens sur la double matérialité financière, matérialité d'impact. En
En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on élabore des outils, et dans l'analyse financière, on a besoin de ratios ou de prospectives. Donc on va commencer par les ratios, et puis des données quantitatives. Alors, ce travail est issu d'une présentation académique qui est en ce moment en revue dans un certain nombre de journaux. Donc il y a une petite analyse de la littérature. Le contexte macroéconomique, c'est que la fiscalité sur les bénéfices baisse drastiquement, enfin quasiment divisé par 2 en 30 ans. Le deuxième point, c'est qu'il faut distinguer l'évasion fiscale de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est une stratégie de réduction d'impôts en utilisant tous les outils légaux. L'évasion fiscale, c'est masquer, cacher, et là on rentre dans l'illégalité. Comme je vous le disais, l'optimisation fiscale, c'est une stratégie commerciale, c'est une business strategy en anglais. Pour l'instant, il y a un ratio principal qui est le effective tax rate, mais et ce qu'ont déjà pressenti certains auteurs, c'est qu'il semble plus s'agir d'un continuum de risques que de quelques mauvaises pratiques à identifier et éliminer. En termes d'initiatives de finances durables sur le sujet, eh bien une des grandes initiatives liées à la finance responsable, c'est quand même l'EITI, qui travaille plutôt sur les impôts indirects et qui est aussi plutôt centré sur les mines et l'énergie. Le deuxième élément, c'est un travail qui avait été fait par les UNPRI, donc ce regroupement d'investisseurs qui a commencé en 2005 et qui essaye, en se regroupant, de faire pression sur les entreprises. Ce travail sur les mauvaises pratiques fiscales, il était quand même très centré sur les entreprises américaines. Les ratios dont il parlait correspondaient à de la compta américaine. On ne retrouvait pas du tout ça dans les données européennes. Et puis, il y a 2 petites initiatives nationales, françaises et néerlandaises. Françaises plutôt centrées sur les pratiques, néerlandaises plutôt centrées sur les principes, qui ont essayé de pousser un peu les entreprises dans les retranchements. Mais là encore, c'était des questionnaires. Donc moi, ce que je souhaitais faire, c'était trouver des données qui existent déjà. Là, ce que j'ai mis, c'est les données de la CISL, donc l'initiative de Cambridge sur Sustainable Leadership. Ils suggèrent d'utiliser des données, mais très bien, très très bien ces gens qui de loin regardent le sujet. Mais en fait, ces données n'existent pas dans les bilans. Donc moi, en tant qu'analyste, je veux bien tester des choses, mais quand ça n'existe pas, je ne peux pas l'utiliser. Et donc, j'ai choisi 3 ratios. Le premier, c'est le effective tax rate. Donc ça existe déjà. Il faut bien avoir en tête, c'est taux d'imposition effectif. Donc on est dans la logique des IFRS, cela porte seulement sur les activités qui sont maintenues. Attention aux petits arrangements que ça peut engendrer. Quelquefois des écarts significatifs avec le actual tax rate. Ensuite, il y a 2 points, et 2 points qui sont importants dans l'analyse extra-financière. C'est aller regarder les impôts différés. Les impôts différés, c'est le rapport qu'on a au temps. En fait, c'est réintroduire du temps, j'ose pas dire du temps long, mais c'est un début, dans l'analyse. Donc il y a les impôts différés par rapport aux impôts sur les revenus. Donc en anglais, c'est Deferred Tax sur Income Tax par rapport au compte de résultat. Et il y a un deuxième indicateur qui est l'impôt différé actif par rapport au total du bilan. Pourquoi ce troisième indicateur? L'idée, c'était de voir un petit peu ce que ça donne sur temps long, au-delà d'une approche seulement en flux,
sur le compte de résultat, qu'est-ce que ça donne au bilan dans une approche de stock. Et vous allez voir vous voyez là les premiers résultats. Les résultats, ils montrent que l'intuition de départ, elle est plutôt bonne. Il y a en fait près de 30% des... alors, en termes de transparence, hein, tout le monde est transparent. Donc là, c'est des données qui sont bien parce qu'on peut les utiliser et elles existent déjà. Il n'y a pas la question lancinante dans l'extra-financier de la donnée n'existe pas. Là, la donnée existe. Et en fait, quand on regarde, eh bien déjà sur l'ETR moyen, sur combien d'entreprises du Digi30 payent moins de 15% d'impôts, il y en a un peu plus d'un tiers. Un tiers. Hein. Alors, vous allez me dire, en Europe, on est moins pire, puisqu'on est à 15%. Ça, c'est le stock 600. Et sur le test qui a été fait, sur des petites entreprises françaises, on est plutôt à 25%. Et on pourra revenir dans les questions sur certains résultats. Ce qu'on peut voir également, c'est que finalement, on obtient des résultats qui ne sont pas résiduels sur chacun de ces ratios. Il y a bien sur chacun de ces ratios des choix stratégiques d'entreprise concernant le risque fiscal qu'ils prennent et qu'ils font donc subir à l'investisseur. Donc partant de là, je me suis dit, bon, je ne suis pas forcément très bon sur de l'analyse quantitative. Certes, j'ai le plaisir d'être prof associé à Sorbonne Paris Nord et j'ai le plaisir d'avoir, dans ma jeunesse, fait un doctorat, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de statistiques et j'avais fait une non paramétrique, moi, dans ma thèse. Donc je me suis dit, il faut m'associer à un spécialiste qui va être capable de faire parler les données et de ne pas vous dire, voilà, l'intuition, c'est un continuum de risque, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce continuum de risque? Et c'est là que je passe la parole à Mathieu. Bon, ça, on le verra peut-être après l'interprétation des résultats. Merci Grégory. Donc ce qu'on a fait une fois qu'on avait ces ratios donc sur les différents univers qu'a proposé Grégory, on s'est dit voilà, on a pour chacune des entreprises un certain nombre de mesures, donc les 3 ratios, l'effective tax rate, pour l'année en cours, pour l'année précédente aussi, l'exercice a été fait sur 2 ans. Maintenant, est-ce que ces différents ratios, ils veulent dire la même chose? Est-ce qu'ils témoignent comment est-ce qu'en fait ils sont utilisés pour définir les stratégies des entreprises? Donc quelque chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tout bêtement la corrélation entre ces différentes métriques. Et ce qu'on a observé, c'est que a priori, la corrélation entre ces 3 ratios est assez faible. Et donc là, on a été plutôt content puisque ça veut dire qu'il y a moyen en fait d'activer l'un des leviers, donc l'un de ces ratios, et de le faire varier sans faire varier les autres. Donc il témoigne en fait de leviers qui sont assez indépendants pour les entreprises et ils représentent bien des axes d'optimisation qui sont différents. Maintenant, on a aussi regardé comment ils se traduisaient au niveau du taux effectif qui était payé par les entreprises. Et on remarque que, comme ils ne sont pas forcément tous très, très liés à cette valeur-là, ça montre aussi que toutes les optimisations fiscales qui sont menées par les entreprises n'ont pas forcément pour objectif de diminuer ce taux-là. Sinon, dès qu'on fait bouger un des indicateurs, un des ratios, forcément, il va y avoir un mouvement mécanique de l'effective tax rate. Donc, ce sont des ratios qui traduisent différentes stratégies ou différents axes de la stratégie fiscale des entreprises et qui permettent de témoigner des différents objectifs qu'elles ont. Maintenant, la question à laquelle on revient, c'est est-ce que ce risque-là, le risque fiscal, il peut être identifié avec un set précis de pratiques, donc on a déjà commencé à répondre a priori pas trop, c'est pas l'intuition qu'on a, ou est-ce que c'est vraiment un continuum? Donc on a voulu aller un petit peu plus dans le détail et on s'est dit, voilà, si on prend ces 5 métriques finalement qu'on a là pour toutes les entreprises et on essaie de les différencier, de les grouper les unes avec les autres en regardant ces différentes valeurs, est-ce qu'on y arrive et à quoi ça ressemble?
Donc là, ce qu'on a fait, c'est, pour simplifier, on a fait une méthode statistique qui est assez classique, qui s'appelle l'analyse en composantes principales. Et ce qu'on a fait, c'est qu'avec ces 5 dimensions, on a regardé en fait comment on pouvait se placer et trouver les 2 dimensions qui permettaient de séparer au mieux toutes les entreprises, en gros. Et donc, c'est pas forcément les 2 dimensions, c'est pas forcément des 2 dimensions parmi les 5 qu'on avait au début, mais c'est des dimensions un petit peu composites pour vraiment se placer dans un espace, littéralement, où on a écarté au maximum toutes les entreprises pour voir comment ils se différencient. Donc, on obtient quelque chose comme ça. On ne voit pas vraiment de groupes distincts se former, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les axes composites qu'on a essayé de créer, qui sont des combinaisons des 5 axes qu'on avait au début, en fait, ils tombent presque pile sur 2 des métriques qu'on avait. Donc, en fait, il y a vraiment 2 métriques qui permettent d'expliquer un maximum de la variance de ces différentes entreprises. En fait, jusqu'à 75% de la variance entre les différentes entreprises peut être expliquée avec 2 ratios. Donc, celle qui est la plus importante, ce sont les impôts différés par rapport aux actifs totaux. Donc, comment est-ce que la stratégie fiscale s'inscrit dans le temps long, comme disait Grégoire? Comment est-ce qu'on veut remettre à demain ce qu'on doit payer aujourd'hui pour pouvoir mieux le gérer dans le temps? Et le deuxième, c'est pour pouvoir prédire le taux d'imposition effectif de l'année N. En fait, le deuxième meilleur proxy, c'est le taux d'imposition effectif de l'année N-1, qui montre que voilà, on ne peut pas forcément changer du tout au tout d'une année sur l'autre, ce qui n'est pas une grande découverte, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les données. Et une fois qu'on a fait ça en 2 dimensions, on voit qu'il n'y a aucun regroupement qui apparaît très, très clairement. Il y a vraiment besoin de moyen de faire des groupes. Et donc là, on s'est demandé, là, on explique encore que 75% de la variance de notre ensemble de données, est-ce qu'on peut faire mieux en allant en 3, 4, voire 5 dimensions? Bon, après, c'est un peu difficile à visualiser, donc c'est pour ça qu'on a commencé par 2. Et est-ce que si on regardait seulement sur des sous-groupes, donc par exemple dans des pays particuliers ou dans des secteurs particuliers, on réussirait à faire mieux et à distinguer des groupes? Donc, c'est ce qu'on a fait. Là, on est passé en 3 dimensions. C'est pas très clair sur une slide. Donc, on a des animations qui peuvent être un petit peu plus claires à regarder. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que... déjà, il nous manque une slide après. Mais pour celle-ci, là, ce qu'on a mis en différentes couleurs, différents pays. Et donc, si on prend un pays indépendamment de tous les autres, on filtre notre set de données, ça ne nous permet pas de voir plus de clusters, de groupes. On est vraiment encore sur des continuums. Chaque entreprise succède à l'autre dans l'espace dans lequel on les visualise avec ces différents ratios. Donc, on n'est toujours pas dans une situation où on est capable d'identifier un groupe de gens qui font de l'évasion, un groupe de gens qui font de l'optimisation, un groupe de gens qui paient leurs taxes comme on leur demande. Il y a vraiment tout un continuum d'optimisation. Mais en revanche, quand on compare un pays à l'autre, là, on trouve qu'il y a des différences. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que sur cet axe-là, sur ce graphe-là, l'un des axes, c'est l'effective tax rate. Et on voit qu'en effet, en fonction du taux d'imposition légal imposé par le pays, les taux d'imposition effectifs vont être différents. Donc ça, c'est une fois de plus pas quelque chose dont on doit être extrêmement surpris, mais c'est quand même intéressant à constater. Si un État impose un taux d'imposition plus élevé, les entreprises vont avoir tendance à payer plus, que ce soit vraiment sur les plus élevés ou les plus faibles. Donc les résultats qu'on a n'ont pas tendance à aller dans le sens d'une conspiration générale des entreprises qui fuient les pays et optimisent plus quand on leur demande plus. Non, effectivement, quand les gouvernements demandent des taux d'imposition plus élevés, les entreprises ont bien tendance à payer plus. Et ce qui est intéressant quand on regarde sur les 2 années, c'est que quand il y a une variation d'une année à l'autre, quand le taux d'imposition augmente, les entreprises ont bien payé plus aussi la même année. Donc, c'est même le fait de faire varier ce taux-là n'a pas tendance à faire fuir les entreprises plus que ça. Et tu peux même citer l'exemple du Royaume-Uni, hein. Ça se voit très clairement quand le gouvernement a dit on passe de 19 à 25, hop, les taux d'imposition des entreprises britanniques augmentent. Donc, effectivement, c'est une stratégie, it's a business strategy, mais il n'y a pas de complot international des entreprises pour ne plus rien payer. Elles s'alignent
plus ou moins sur le taux national de leur société mère. Merci Grégory. Et donc, il y avait un autre graphe qui ressemblait à celui-ci, mais je crois qu'on n'a pas la slide, où en gros, plutôt que de mettre en différentes couleurs différents pays, les couleurs correspondaient à des secteurs d'activité, pour voir s'il y avait par exemple les entreprises de la finance qui s'y connaissaient un petit peu mieux et qui s'amusaient à payer un peu moins de taxes. La réponse c'est non, pas d'après nos résultats. Le secteur d'activité n'a pas grand-chose à faire avec le taux d'optimisation fiscale. Et en fait, sur tous les tests qu'on a fait en essayant de faire différentes segmentations des entreprises pour voir s'il y avait un axe à regarder qui nous permettait de faire ces clusters-là, on a systématiquement conclu, nous, qu'il n'y avait pas de clustering possible. Et voilà, c'est pas seulement en regardant, on a aussi fait des analyses statistiques qui permettaient de trouver des clusters même un petit peu cachés. Rien de statistiquement significatif. Et donc tout laisse penser que, comme on avait l'intuition, les pratiques fiscales sont vraiment un continuum et qui méritent donc d'avoir une étude un petit peu approfondie avec des ratios, avec des seuils, et pas seulement avec une identification de pratiques qualitatives ou quantitatives qui permettraient de déterminer si une entreprise fait trop ou pas assez d'optimisation fiscale. Et donc de là, on se pose un certain nombre d'autres questions. Une fois de plus, le travail qu'on présente ici, il est fondé sur un article de recherche. Donc il y a encore pas mal de choses qu'on a envie d'aller voir. Par exemple, regardez la différence entre taux d'imposition réel et taux d'imposition effectif. Donc aller un peu plus loin dans les ratios, voir ce qui est vraiment pertinent pour les entreprises. Regardez quand il y a des impôts différés, comment est-ce qu'ils sont réintégrés dedans aussi, parce qu'on a fait une étude sur 2 ans, ce serait intéressant de faire sur 5 ans, 10 ans, pour voir effectivement comment en fait, certains risques qui sont repoussés vers l'avenir sont réintégrés. Est-ce que c'est plus risqué justement de les repousser ou pas? Et aussi le fait que quand on regarde les corrélations, certains pays qui peuvent avoir des taux d'imposition imposés à 24% ou 25%, il peut y avoir des petites variations autour de ces taux d'imposition qui sont demandés, qui peuvent poser souci sur certaines méthodes statistiques. Donc l'étude des petites variations, en fait, c'est quelque chose qui est assez important et assez intéressant, qui permettra de faire des études et déterminer sans doute des seuils qui seront plus pertinents pour vraiment évaluer la stratégie fiscale d'une entreprise. Après, au-delà de ça, comme disait Grégory, alors pour moi surtout qui vient de l'ESG, mais c'est vrai que Grégory aussi a clairement ça en tête avant d'aller vers des ratios plus avancés, c'est aussi regarder les entreprises qui font plus ou moins d'optimisation fiscale et en fonction de la manière dont elles le font, puisqu'on a vu qu'il y a pas mal en fait, de leviers qu'on peut accéder, quelle est l'incidence sur leur performance ESG, les scores ESG qu'ils ont, qui sont aussi des éléments qui sont utilisés par les investisseurs pour déterminer des flux financiers et les investissements qu'ils vont pouvoir faire. Est-ce que quand on regarde en simple matérialité, donc l'impact de l'environnement sur une entreprise et sur son bas de bilan, est-ce que ça va plaire des entreprises qui font de l'optimisation fiscale, puisque c'est considéré comme prendre l'opportunité qui nous est donnée par les différents mécanismes légaux? Mais quand on regarde en double matérialité, on va aussi regarder l'impact de l'entreprise sur son environnement, ou avoir envie qu'elle investisse, qu'elle soit toujours en transition pour s'adapter au mieux à ses parties prenantes, à son environnement. Est-ce que cet argent qui est pas donné à l'impôt et à la collectivité, ça va être quelque chose qui va être vraiment bien valorisé? Est-ce que c'est capté tout court dans les scores ESG? Donc il y a pas mal de questions derrière à se poser là-dessus. Et au-delà du score, une recherche qu'on peut très bien imaginer, c'est si on regarde sur 5 ans, on peut essayer de voir s'il y a des trajectoires d'alignement fiscal avec un taux cible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 1 année, 2 années des difficultés et après on se réaligne. Ou est-ce que c'est en permanence une stratégie d'aller finalement faire dépendre son résultat de certaines facilités de l'administration fiscale? Mais n'oubliez pas une chose, derrière cette recherche, même si on vous l'a présentée avec quelquefois un peu de détachement et d'ironie, mais il y a des risques financiers. Il y a quand même plus de
près de 10% du stock 600, pour lequel on identifie des impôts différés à l'actif qui représentent plus de 5% du total du bilan. Alors vous allez me dire, bon, les intangibles, mais ce n'est pas des intangibles. Déjà, 5% d'intangibles, c'est beaucoup. Et là, c'est un certain type d'intangibles. Hein. Donc, pour nous, l'idée principale, c'est de présenter cette question de l'optimisation fiscale, non pas comme une mauvaise pratique dont il faudrait s'inquiéter et le considérer comme un danger, mais d'aller un peu plus loin et de se dire non, c'est un risque. Et un risque, et quand même, vous n'allez pas me démentir, un risque, ça se mesure. Et ensuite, ça se gère. Mais en tout cas, nous avons été très honorés de présenter ce travail devant une telle assemblée et on est ravis d'entendre vos questions et d'essayer d'y répondre. Questions ou commentaires d'ailleurs, s'il y a des choses qui ont pu attirer votre attention ou choquer, je ne sais pas. Pas de questions une fois. Alors attends, on va accélérer. Alors moi j'ai une question dans la salle. Est-ce que c'est pas un peu théorique votre truc? Est-ce que ça existe vraiment ces histoires? Est-ce que ça pose vraiment un problème? Hop. Eh bien, écoutez, j'étais en échange académique à Athènes il y a quelques semaines. J'ai eu le plaisir de rencontrer le Conseil grec de la fiscalité, une institution qui est apparue après la crise grecque. J'ai toujours pas très bien compris moi-même si c'était un conseil d'analyse économique du Premier ministre ou la partie budgétaire de la Cour des comptes. Mais en fait, quand je leur ai parlé de essayer de voir s'il y avait un impact financier, ils m'ont dit « Ah non, mais attendez, nous ici en Grèce, on est très conscient que c'est un problème. Parce que ce n'est pas du tout théorique, votre truc. Les banques grecques qui ont largement accompagné l'État grec dans cet océan de dettes, les banques grecques, elles avaient effectivement des ratios impôts différés à l'actif sur total du bilan largement supérieurs à 5%. Donc, c'est quelque chose de très concret. Et je vous rappelle que les Grecs, malgré l'architecture apparente de leur capitale, les Grecs sont un pays, sont un peuple, une nation d'Europe. Hein. Donc je pense que la question se pose dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres entreprises que les entreprises grecques. Je vous remercie de votre question. Maintenant, la parole est à la salle. Vous parliez d'analyse sur 2 ans, en l'occurrence, et d'avoir observé un changement de taux d'une année sur l'autre. Là, il y a le taux minimal d'imposition globale qui rentre en vigueur. Est-ce que ça fait partie des sujets de recherche futurs, de regarder si y a des changements pratiques suite à ce changement? Alors, oui. Oui, clairement oui. J'essaie encore là de valoriser. J'attends la publication. Nous attendons la publication de ce premier papier pour nous lancer dans une deuxième vague de recherche. Il y a effectivement 2 choses qui peuvent être intéressantes. Comme le mentionnait Mathieu, en fait, la première question qui peut être un peu corrosive, hein, c'est est-ce que tous ceux qui parlent beaucoup de leur score ESG ne sont pas ceux qui payent le moins d'impôts? Première question. Et la deuxième question, c'est
ok, maintenant qu'il y a ce taux de 15%, est-ce que ça va changer quelque chose au bout de 20 ans, dans l'analyse extra-financière, on analyse du financier, mais aussi de l'humain. Et l'humain, il change pas si vite que ça. Il y a des choses qui peuvent être modulées, mais je pense que l'an prochain, il y aura toujours 15%. Ils vont peut-être faire un effort. On va être à 13% de sociétés du stock 600 qui paieront moins de 15% d'impôts. Mais très clairement. Et la question peut se poser aussi pour les petites entreprises, parce que les petites entreprises, quand je les ai regardées, je me suis dit, bon, on va montrer que l'optimisation fiscale, c'est seulement les grandes. Eh bien non, pas que. Parce que dans les petites entreprises, il y a beaucoup dans les petites entreprises françaises, il y a beaucoup d'entreprises de l'immobilier commercial. Et là, écoutez, il y a une loi qui dit que l'immobilier commercial en action, les fameuses SIIC, Société d'investissement immobilier coté, paye 0% d'impôt. Donc, toutes ces sociétés, elles payent 0% d'impôt. Les petits commerçants qui vont être contents quand ils vont apprendre ça. Ça s'appelle un peu une concurrence déloyale, normalement, mais bon. Mais c'est bien une décision qui a été proposée à un Conseil des ministres, qui a été votée par le Parlement, qui permet ça. Donc, je pense qu'il y aura toujours beaucoup d'entreprises qui paieront moins de 15% d'impôts. Après, ce qu'on a pu voir, parce qu'on a regardé quand même les données 2020, donc, qui étaient encore marquées par la Covid, il y a eu effectivement des décisions de gouvernement d'alléger l'imposition pour être sûr que certaines entreprises stratégiques, pas forcément fragiles, mais stratégiques, passent de manière le plus confortable possible la crise de la Covid. Et après cette crise, le taux d'impôt est remonté. Je ne donnerai pas de nom, mais un grand leader d'Europe du Nord de la technologie, qui est effectivement un leader mondial incontesté, mais son taux d'imposition, il était de 8% en 2021. En 2020, il est remonté à 14% en 2021. Donc oui, on voit bien qu'il y a des adaptations. Et moi, j'ai presque envie de vous dire, mais finalement, je n'ai pas de souci avec le fait qu'un État cherche à protéger une entreprise qui est mondiale, qui fait sûrement vivre tout un écosystème de PME. Je me pose plus de questions quand des secteurs à faible valeur ajoutée, à faible intérêt social et environnemental, se retrouvent à payer en moyenne dans un pays 17% d'imposition. Quel est l'apport de la distribution par Internet de tout un tas de produits à l'économie d'un pays? Est-ce que vraiment ça mérite d'avoir une exonération fiscale partielle? Je ne suis pas sûr. Je pense que ça, c'est un débat qu'on n'a pas en Europe qui serait intéressant. Je pense que le débat sur la fiscalité, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et là encore, pour moi, c'est un bon exemple de comment la finance durable peut perdurer. Si la finance durable arrive à parler au grand public de choses très concrètes, comme dans la fiscalité, voilà ce qu'on a constaté. Tels secteurs ont été particulièrement aidés en France, tels autres dans d'autres pays. Est-ce que vous, Français, est-ce que vous, Suisses, vous, Belges, vous acceptez ces choix sectoriels? Et là, on ne dira pas « Oh, la finance durable, ce sont des technocrates, on ne sait pas ce qu'ils font ». Non, on parle de la vie, de choix politiques, de conséquences économiques, et on sait manier les questions sociales comme les chiffres et les reflets économiques de ces choix.
sais pas si j'ai un peu débordé peut-être quand j'ai répondu à la question. Et ça, c'est pour laisser aussi... Merci, et puis c'est pour laisser le temps à d'autres de poser des questions. Je vois certains yeux briller quand même au fond de la salle, je me dis, ça va, on va complètement tous endormis. Et pour revenir par rapport du coup à la question d'origine sur les changements de taux d'imposition, c'est vrai qu'il y a un peu les 15% dont on parle, qui sont le taux de base grande annonce. Mais il y a aussi du coup des changements de taux, comme on a pu observer avec le Royaume-Uni, qui sont donc plus locaux avec un pays. Et c'est vrai qu'approfondir et notamment avoir plus de profondeur temporelle sur ces analyses, ça permettra d'avoir un peu plus de recul sur en fait, l'impact de ces changements, comment c'est anticipé par les entreprises, quelles sont les conséquences pour elles sur je dirais, le plus long terme, mais au moins 5 ans. Ce serait intéressant de voir comment elles s'adaptent et elles s'en remettent, puisque ce qu'on a vu, c'est que l'un des meilleurs proxys en fait, pour connaître son taux, l'effective tax rate d'une entreprise à une année donnée, c'est de regarder celle de l'année précédente. Il y a une certaine inertie en fait, dans les changements qu'on a. On peut avoir des changements violents comme celui dont a parlé Grégory, passer de 8 à 14, quasiment doublé d'une année sur l'autre. C'est quand même un peu exceptionnel et il y avait besoin de crise du Covid un petit peu pour ça. Mais globalement, il y a quand même une certaine inertie. Donc c'est vrai que regarder de juste avant à juste après, c'est quand même faire un gros zoom qui n'a pas forcément lieu d'être. Donc là, c'est aussi derrière, il faut aller chercher les données. Donc on n'a pas encore pris ce recul-là. Mais avoir plus d'exemples de ces changements-là, mieux comprendre comment les entreprises réagissent. Potentiellement, là, on trouvera des entreprises de différents pays, de différents secteurs. On trouvera des entreprises qui ont des profils différents, qui vont réagir différemment. Ça permettra en fait de mieux comprendre ces mécaniques fiscales. Et quand il s'agira d'en changer, donc si derrière un gouvernement fait face à une crise ou a envie de changer sa politique pour des secteurs donnés, ça permettra aussi de mieux savoir comment calibrer la réforme ou le nouvel apport fiscal pour obtenir le résultat souhaité, puisque c'est quand même jamais qu'un outil. Et pour mieux guider les stratégies, puisque l'optimisation, il y en aura toujours, et de toute manière, les politiques fiscales sont faites aussi pour que certaines entreprises puissent bénéficier d'aides plus que d'autres. Mais pour mieux anticiper la manière dont ça va être capté par le marché et par les entreprises, ça a quand même un vrai intérêt d'observer les remous suite à ces changements-là. Et donc c'est pour ça qu'on aimerait aussi effectivement étendre plus d'exemples de ce type de changement. Oui, merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez un avis sur la complexité de la fiscalité et est-ce que ça a un impact sur justement les stratégies d'optimisation? C'est pour toi la la question. La complexité de la fiscalité, je pense que forcément ça a un impact, et je pense notamment au fait de regarder les grandes contre les petites entreprises. On voyait les chiffres, en effet, Internext clairement ont tendance à payer en moyenne plus d'impôts que le stock 600. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des stratégies. En fait, la complexité, ça implique des ressources à mettre pour optimiser correctement. Après, une fois qu'on a son conseil, c'est vrai que c'est beaucoup aussi une stratégie à mettre en place. Est-ce qu'on a envie de prendre le risque d'avoir énormément d'impôts différés? Est-ce qu'on va les payer maintenant? Ça, après, c'est... Je dirais qu'à partir de certains niveaux, une fois qu'on l'a compris, ça ne fait plus une grosse différence. Mais en tout cas, entre les grandes et les petites entreprises, ça implique une certaine différence. Après, je pense qu'il n'y a rien Ça implique aussi une certaine pédagogie de la part des gouvernements. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment insurmontable. Moi, je pense que comparé à l'analyse extra-financière en général, à ce qui va être demandé par certains textes comme la CSRD, même si je me éloigne un petit peu du sujet, qui va quand même toucher des entreprises qui ne sont pas si grandes que ça, je ne pense pas que ce soit le premier obstacle à l'optimisation non plus. Alors, pour compléter la réponse de Mathieu, quitte à pas être tout à fait d'accord avec ce que disait Mathieu, la complexité de la fiscalité, c'est clairement ce qui a fait en sorte que, au début, on s'est dit on ne touche pas à la fiscalité. C'est-à-dire qu'en 2000, on commençait à avoir un modèle
d'analyse à peu près claire, d'analyse extra-financière. En 2001, on s'est dit fiscalité. Et alors là, on a eu plusieurs retours. Voilà, j'ai des copains fiscalistes. Il ne faut pas mettre un doigt là-dedans. On va se faire happer parce que pour arriver à dire quelque chose d'intelligent. Donc, pendant 20 ans, on n'a pas regardé. Moi, mon maître dans l'analyse dans l'art de l'analyse extra-financière, qui était le regretté Valéry Lucas-Leclin, m'a dit ça, on ne regarde pas. Pendant 20 ans, j'ai écouté, je n'ai pas regardé. Je me suis dit, mais on doit quand même pouvoir dire quelque chose. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des données financières. Et comme je n'avais pas vu ces données pendant toutes mes années d'expérience, je me suis dit, si je ne les ai pas vues chez des data providers, je vais créer mes propres données. Donc, j'ai fait l'effort d'aller chercher ces 7 données sur 600 valeurs. Et donc, j'avais au moins une base. Sur 2 ans, je pouvais dire quelque chose. À partir de là, je sais maintenant, j'ai des éléments pour choisir un data provider qui, peut-être aujourd'hui, regarderait. Et j'ai appris par une collègue de l'université Sorbonne Paris-Nord qu'il y a un data provider qui fournit ça. Mais dans l'ensemble des data providers de données financières, j'en ai identifié pour l'instant qu'un seul qui fournissent ces données de manière correcte, solide. À partir du moment où j'ai des données d'un data provider, je n'ai plus besoin de faire 4200 saisies de données pour couvrir le stock 600. C'est beaucoup plus rapide. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir rentrer un peu plus dans le détail, me dire tiens, je peux regarder ces données, je peux regarder aussi, dans certains cas, le actual tax rate. Parce que, je vous disais, les petites entreprises payent moins d'impôts, mais il y en a beaucoup qui ne payent pas. Mais en fait, les petites entreprises, il y en a très peu qui communiquent sur le effective tax rate. Elles sont sur actual tax rate. Pourquoi? Pour une raison très simple. J'ai presque envie de dire toutes les entreprises qui n'ont pas de directeur fiscal communiquent sur actual tax rate. Pour faire le effective tax rate, il faut avoir un directeur fiscal. Quelqu'un assez expérimenté pour faire ce travail d'analyse, de calcul, de retraitement de données. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, une entreprise ne paye moins d'impôts, mais pourquoi? Et là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas couvert par les data providers, qui est qu'est-ce qui explique ces impôts plus faibles. C'est pas la même chose de dire ah ben je paye moins d'impôts parce que j'ai réussi à faire croire que les pertes que j'avais sur une filiale c'est un investissement, et je paye moins d'impôts parce que j'investis massivement dans des énergies renouvelables. Ça n'envoie pas du tout le même signal sur la qualité de l'actif. Et donc la santé future de l'entreprise. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus ou ça vous paraît trop qualitatif. Mais ça effectivement, c'est... je dirais, on pourra regarder ça dans un deuxième temps. Et puis pour regarder ça, il faudra que je le fasse sous une casquette d'universitaire. Parce qu'à la limite, peut-être de pouvoir demander à mes étudiants, si je demande à 10 étudiants de regarder 20 entreprises chacun, j'ai 200 entreprises couvertes. Beaucoup plus facile que de me dire, pendant mes vacances, je vais couvrir 200 entreprises. Non, mais c'est... alors je vois que je vois une assemblée très jeune, mais quand on a des cheveux blancs comme moi, on commence à se dire, il faut que le temps soit bien utilisé. Et très franchement, c'est vrai que c'est mieux de pouvoir faire des économies d'échelle avec les étudiants dans la saisie de données que de faire sa propre saisie. C'est
quand même un peu plus reposant. Voilà ce que je pouvais vous donner comme exemple. Oui, c'est compliqué, et c'est ce qui a fait qu'on ne s'est pas regardé. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus de transparence aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On a beaucoup plus de données, et il faut qu'on prenne le temps de les traiter. Et vous avez bien fait d'être venu à une présentation sur l'intelligence humaine et pas l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle telle qu'on la voit dans notre métier, on nous dit tel sujet, 100 points de données, tel sujet, 400 points de données. Mais non, mais attendez. Ce qu'on veut juste, c'est réfléchir. C'est savoir, en prenant un certain temps et en maîtrisant exactement ce qu'on fait, que penser d'une entreprise. Donc, il faut savoir prendre le temps pour aller à son objectif. Et je dirais que chaque objectif a besoin de son temps. Là, l'objectif, c'était de se dire, essayons de regarder ça comme un risque et pas comme, des notes de morale ou d'éthique. La deuxième phase, on va pouvoir plus travailler sur la qualité de l'actif présent et futur de l'entreprise à travers une analyse plus approfondie et peut-être sur un plus long terme des trajectoires fiscales. Moi, il y a un terme qui me paraît salvateur pour l'analyse extra-financière, c'est l'analyse d'alignement et travailler sur des trajectoires. Là, on pense bien sûr à des trajectoires climat, mais j'espère vous avoir montré qu'il est possible, sur un sujet aussi éloigné du climat que la fiscalité, de calculer un alignement de trajectoire. Parce qu'un alignement de trajectoire, on n'est pas à compter et à additionner des ronds et des carrés pour faire des scores. On est dans une logique d'alignement et de mesurer une probabilité de non-alignement. Une probabilité, là, on se rapproche de la notation financière au sens strict. En tout cas, merci à vous de votre attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'autres questions une fois, d'autres questions deux fois. Oui, une toute dernière question. French Safe, le FIR. Le FIR, en fait, c'est des questions de transparence intelligente. Et c'est 7 questions qui sont posées par l'ensemble des investisseurs français à tout le CAC 40 pour après essayer de voir quelles sont les entreprises qui ont plutôt de bonnes pratiques. Et en fait, ce qu'on voit dans ces analyses, c'est que l'analyse néerlandaise, elle met en avant des entreprises qui, peut-être certes, avancent de jolies pratiques, de jolis principes, mais trafiquent leur compte comme jamais, quoi. Alors les Français, peut-être un peu par chance, ou par malice, ou par justement réticence à la norme, contrairement à nos amis néerlandais, réussissent à poser des questions qui permettent d'avoir des résultats un peu plus équilibrés. Mais c'est vrai que j'ai participé à l'étude de cette année. Donc là, ce que je présente, c'est les résultats de l'an dernier. L'étude de cette année qui sort dans les prochaines semaines. L'idée, c'est d'arriver à cadrer un peu le sujet, parce que sinon, c'est très gentil de poser des questions aux entreprises, mais ça flotte, quoi, alors qu'il y a des chiffres. On peut parler de la réalité, comme le rappelait déjà Aristote, et puis c'était pas Sartre, mais un de ses collègues qui disait la réalité, ça cogne. Ben ouais, ça cogne, et quand il y a un chiffre, quand on voit qu'une entreprise paye 7, 8, 10% d'impôts, c'est très joli après d'aller lire son discours sur nous sommes très attachés au paiement de l'impôt. Très, très attachés, oui, très attachés à l'argent qui va être donné, en fait.
mais plus qu'au paiement de l'impôt en tant que tel. Donc voilà un peu l'idée, mais ouais, l'étude du FIR, elle est plutôt mieux faite que celle des Pays-Bas. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci.